Merci beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des messages très importants qui ont été passés par nos deux oratrices. En fait, il n'y a pas de petite activité physique. Tout le monde peut essayer de faire quelque chose en fonction de ses moyens. Il faut le faire sur la durée, ça a bien été montré. On a vu aussi l'effet bénéfique que ça pouvait avoir et de manière très intéressante. Vous voyez que ce n'est pas uniquement un effet bénéfique sur une perte de poids, des choses comme ça. Ça a réellement un effet finalement physiologique, anti-inflammatoire, qui est prouvé. Donc, on sait maintenant, et c'est bien prouvé, une activité physique régulière, même pas forcément à grande intensité, mais à une intensité maximale de ce que vous pouvez faire. Et sur la durée, c'est extrêmement bénéfique sur les maladies chroniques inflammatoires. C'est de plus en plus connu, de plus en plus démontré, et je pense que c'est finalement une des meilleures thérapies ciblées, puisque vous adaptez vous-même votre dosage, votre fréquence d'administration, et vous verrez les bénéfices à la fois physiques, psychologiques, on l'a bien vu sur la première intervention, et même sur le contrôle de votre maladie, c'est démontré. Donc je pense que c'était des présentations très importantes, avec en plus des présentations très, très pragmatiques de ce qu'on peut faire. Et vous voyez qu'on peut le faire sans forcément se mettre en tenue de jogging avec un smartphone sur le bras en essayant de préparer le futur marathon. Vous voyez que ça, il ne faut pas forcément se mettre tout de suite le sommet d'Himalaya comme perspective, mais une manière très régulière, c'est déjà extrêmement bien. Donc là aussi, de manière quasiment miraculeuse, nous sommes dans les temps et donc nous avons le temps pour des questions. Donc, dans la salle et dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos deux oratrices sur l'activité physique ? Merci de votre question. Donc, sclérose en plaques, c'est une pathologie que je connais bien aussi. Il y a des activités physiques qui peuvent être intéressantes, notamment le yoga, où vous pouvez utiliser également des moyens, notamment dans le yoga, qui permettent de vous faciliter la tâche, les petites briques, également les sangles, qui vous permettent de travailler en position donc couchée ou en position inversée. Donc, ce qui veut dire quand on va avoir quand la maladie va évoluer et qu'il y aura de plus en plus de déséquilibre, de difficultés à la locomotion, on va avoir une activité physique qui va permettre de reconnecter quelque part le conscient et puis les muscles pour refaire travailler les muscles, notamment dans les problèmes qu'on va avoir, des problèmes d'incontinence. Ces problèmes d'incontinence dans lesquels on va travailler le périnée. Ce périnée va être travaillé par des respirations hypopressives, peut-être que vous avez fait déjà. Vous pouvez travailler également dans des positions d'écarter et de revenir au niveau des cuisses en position allongée. Et donc, vous avez des moyens qui peuvent vous permettre de faire de l'activité physique en fonction de votre handicap. Il faut toujours mobiliser les muscles qui sont mobilisables le plus possible, le faire en conscience et le faire en conscience dans une position dans laquelle on va être dans une situation de bien-être. Le yoga, c'est une très bonne activité dans les maladies inflammatoires. Plus on va être en dépendance quelque part, en perte d'autonomie, c'est une des activités, alors peut-être pas la seule, mais une des activités qu'on peut garder longtemps parce qu'on peut la faire sur chaise, on peut la faire en position couchée et on peut avoir des moyens qui nous aident à porter notre poids. Donc, un espalier, une corde dans laquelle on peut éventuellement attacher une jambe et puis travailler sur l'autre jambe, etc. Donc, c'est une très bonne activité. Je vous remercie pour votre intervention car elle est extrêmement importante. On parle beaucoup de l'accompagnement des personnes. Il y a assez peu de moyens, il y a beaucoup de bonne volonté, mais peu de moyens disponibles. Où je suis d'accord avec vous, c'est sur le fait que l'un des enjeux majeurs de toute prise en charge et dans l'accompagnement, notamment psychologique, mais qui n'est pas forcément, qui peut être fait par quelqu'un d'autre qu'un psy, l'objectif, c'est aussi d'accompagner la personne ce n'est pas renoncer à ce qu'elle était avant,
c'est de ne pas se voir comme elle était avant, comme une fin en soi. C'est-à-dire que on vieillit tous, on a nos capacités physiques qui diminuent, on dort moins bien, on a des douleurs, etc. On ajuste. Eh bien, quand on a une maladie chronique avec un handicap, pensez qu'on va pouvoir revenir à un état antérieur, zéro douleur, zéro fatigue. Très souvent, c'est vain et ça entretient les émotions négatives. La difficulté, c'est que on est quand même encore dans un modèle et dans un besoin de se dire qu'on va aller mieux et qu'on va guérir. Voilà, on est toujours dans une espèce de tension qui est comment on trouve un juste équilibre entre être assez bien, qu'est-ce que ça veut dire, mais pour soi, dans un état d'équilibre, tout en étant ni envahi par la maladie, ni à penser qu'on peut faire totalement comme si elle n'était pas du tout là. C'est vraiment une question d'équilibre. Et là, l'accompagnement, il est important. Et c'est aussi pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'isolement social. Les autres sont frustrants, peuvent ne rien comprendre, mais ils peuvent aussi être moteurs, dans le sens où ils permettent de remettre, d'aider. Il faut aussi en avoir envie et cheminer, bien évidemment, mais c'est aussi une façon de se confronter à la vie de tous les jours qui permet aussi de remettre la maladie à sa juste place. Je pense que l'écoute des patients est fondamentale. Déjà, quand vous ressentez des choses, quand vous avez un ressenti de bien-être ou de fatigue, on voit qu'il y a toujours cette transformation au niveau physiologique. Et écouter le patient nous fait comprendre que si on regarde ce qui se passe dans le corps humain, ça veut dire vraiment qu'il y a des adaptations. Et ce que vous ressentez, c'est vraiment un point d'ancrage pour aller plus loin. Oui, il y a des activités physiques qui sont déconseillées. L'activité physique intense, lorsqu'elle est trop forte, elle est pro-inflammatoire, notamment si vous allez dans une salle de musculation et que vous avez décidé de faire d'hypertrophier vos muscles. Le muscle, pour s'adapter, il est obligé d'augmenter la partie inflammatoire pour avoir une augmentation de la masse musculaire. Si vous faites une activité douce, on a dit plus long c'est mieux, et à basse intensité ou à intensité modérée. Voilà. Donc, l'activité physique intense, c'est à proscrire la maladie inflammatoire. C'est une question qui est difficile à poser et que beaucoup se donnent. Il y a beaucoup de programmes de recherche. Ce qu'on peut dire, c'est quand on reste assis 5 heures par jour, on peut être également un petit peu, des fois, moins sédentaire. Le fait d'être debout, le fait d'avoir un fauteuil dans lequel il n'y a pas de dossier, le fait d'avoir un fauteuil dans lequel il n'y a pas d'accoudoir, on a une sédentarité qui est moins, on a des degrés de sédentarité. Donc, la plus grande sédentarité, c'est d'être alité. Mais être assis, on peut adapter également sa position assise pour être moins sédentaire. Et puis, de temps en temps, on peut aussi travailler debout, travailler une demi-heure debout. La sédentarité est moindre et on va avoir des effets bénéfiques pour la santé. Les 3 heures par semaine, évidemment, c'est excellent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de petits gains, il n'y a pas de petite activité physique. Si on arrive à en faire, c'est déjà très bien. Ce n'est pas des questions faciles que vous avez. Ce n'est pas des questions faciles, donc tout dépend la pathologie. Il faut savoir que le corps humain est extrêmement plastique. Donc, c'est toujours mieux d'avoir commencé dès le début de la pathologie, notamment tout à l'heure on parlait de sclérose en plaques, ça permet d'atténuer les effets et puis finalement de rester plus longtemps finalement en autonomie par rapport à non-autonomie. Par contre, commencer une activité physique, même quand on est dans une situation de dépendance ou est-ce qu'on est déjà atteint de la maladie,
on a toujours cette plasticité qui augmente, qui va s'effectuer. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de petits gains. On commence quand on peut commencer. Et on aura les gains qu'on aura. Il ne faut pas retourner en arrière. Ce qui a été dit tout à l'heure par ma collègue, en fait, on ne retourne pas en arrière. On est atteint par une maladie, on va essayer de mieux la supporter et essayer d'avoir des petites améliorations. Tous les jours, c'est un petit gain. Pardon, je vais essayer de compléter, si vous permettez. Bien sûr. Souvent, certaines pathologies inflammatoires peuvent toucher des sujets jeunes, moins jeunes, bien entendu. Certains sont des anciens sportifs. On fait beaucoup de sport. Et le fait d'avoir une maladie qui on va dire, leur coupe les jambes pendant un certain temps, ça peut être très frustrant pour certains anciens sportifs de reprendre la pratique sportive qui était la leur avant la maladie ou avant une dégradation majeure de leurs conditions physiques. Et donc, alors, si être un ancien sportif, c'est toujours plus facile de reprendre le contact avec son corps et ses sensations. Pour revenir à la question, c'est peut-être pas de l'ego, mais ça peut freiner le retour au sport chez certains, d'un point de vue psy. Je ne sais pas si tu es d'accord. Et donc, l'élément qu'on met en avant, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre pratique sportive? Alors, j'ai en tête un cas très simple. C'était une dame qui faisait de l'équitation et qui faisait de l'équitation de compétition. Maladie de Crohn sévère. Depuis 20 ans, elle est malade et elle avait des douleurs articulaires. Et elle me disait, non, mais moi, je ne fais plus d'équitation, c'est insupportable, c'est plus du tout plaisant, voire même ça ne me plaît pas, ça ne me va plus, ça ne va plus du tout. Et on lui a demandé à quelle fréquence et quelle intensité elle faisait. Et pour elle, l'équitation, c'était nécessairement comme elle faisait de l'équitation avant d'être malade. Donc, on a essayé parce qu'on était en groupe d'éducation thérapeutique, donc à plusieurs, à essayer de calmer le jeu et de lui dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas adapter votre pratique de l'équitation à ce qu'on est en train de vous dire, à votre état aujourd'hui? Et elle nous a répondu non, parce que pour moi, l'équitation, c'est l'équitation de compétition. Donc là, dans des cas comme ça, vaut mieux changer d'activité physique. Ça paraît bête, mais pour cette dame, faire le pas de côté, ça a été très long. Parce que c'était l'activité qu'elle aimait, c'était ça qu'elle voulait retrouver. Évidemment, si on peut répondre le plus simplement possible, c'est tout ce qui est activité aquatique. L'activité aquatique, la marche dans l'eau, l'activité aquatique, le longe-côte, on n'est pas loin des côtes à Lille, hein. C'est une activité qui est extrêmement favorable pour tout ce qui est inflammatoire et douleur. Vous êtes dans une eau qui est froide, donc vous pouvez prendre une petite combinaison, vous allez marcher, vous êtes porté. Donc, comme vous êtes porté, vous avez moins mal et vous mobilisez l'articulation. Ce n'est pas parce qu'on a mal à l'articulation qu'il faut arrêter de la mobiliser. Si on arrête de la mobiliser, on aura encore plus mal. Hein. Donc, il faut trouver, adapter des mouvements qui ne permettent pas d'aller à l'extrême, mais qui mobilisent l'articulation dans des positions dans lesquelles on est aidé. Alors, je vais répondre, je ne suis pas normande, mais j'habite en Normandie depuis 30 ans, une réponse un peu de normande. Oui et non. Alors, oui, si on l'a fait, qu'on est essoufflé, qu'on n'est pas capable de parler à son voisin. Non, si on est capable de parler. Et je vais vous donner une petite, simplement, si vous voulez écrire ça, on doit travailler ce qu'on appelle au seuil ventilatoire 1. Évidemment, c'est très abstrait ce que je vais vous dire, mais vous pouvez le calculer. Vous prenez votre fréquence cardiaque au repos. Une fréquence cardiaque au repos, elle se prend donc au lever le matin en position assise sur son lit, les deux pieds au sol. Vous prenez votre fréquence cardiaque. Mettons que vous êtes à 60 de fréquence cardiaque. Vous prenez votre fréquence cardiaque qui s'appelle maximale. C'est 220, on va les faire simple. 220 moins votre âge. Vous avez votre fréquence cardiaque, donc maximale. Ensuite, vous divisez par 2 votre fréquence cardiaque maximale. Donc, si vous avez une fréquence cardiaque, on va dire à 200, vous divisez par 2, ça fait 100.
Et si vous êtes à 60 au repos, vous faites 100 que vous dites 100 plus les 60 au repos et vous allez courir maximum à 160 de fréquence cardiaque. C'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. C'est cette fréquence cardiaque qui vous permet de récupérer et qui vous permet de vous donner une intensité modérée. Au-dessus, vous êtes en activité intense. Donc, vous prenez votre fréquence cardiaque minimale, votre fréquence cardiaque maximale théorique. La maximale, vous la divisez par 2 et vous l'ajoutez avec votre fréquence cardiaque minimale. Alors, je vais vous répondre du point de vue bien-être et psychologique. Ça vous fera toujours du bien. C'est toujours faire quelque chose. Et l'essentiel, c'est aussi que ça vous détende et que ça vous permette de vous déstresser, décontracter. Donc, d'un point de vue psychologique, ça sera toujours bénéfique. Plutôt que de rien faire. Alors, si ça peut en donner une. Donc, si vous augmentez déjà les effets bénéfiques, c'est lorsque vous augmentez l'amplitude de la respiration. Ça, on a tous les effets qui ont été dits précédemment. Mais également, quand vous avez commencé à avoir une bonne amplitude, vous allez augmenter un petit peu la fréquence respiratoire, toujours en ayant la même amplitude. Cette fréquence respiratoire, si vous l'augmentez, vous allez augmenter votre rythme cardiaque et vous allez avoir des effets qui sont proches de l'activité physique. Pourquoi? Parce que vous allez mieux vous oxygéner et globalement, vous allez apporter plus d'oxygène à l'ensemble des muscles et des viscères. Et donc, vous allez avoir un des effets de l'activité physique. Pour aller dans le même sens, il y a effectivement les mutuelles, mais je ne sais pas sur la région du Nord, peut-être c'est la même chose qu'en Normandie. On a un système en Normandie qui s'appelle le passeport santé au niveau du département. Et donc, globalement, vous pouvez avoir une aide. C'est une aide entre 50 et 100 euros pour faire de l'activité physique adaptée. Et lorsqu'elle est sur ordonnance, lorsque vous avez une prescription d'activité physique, il y a également des ligues, notamment chez la Ligue de cancer, va prendre en charge une dizaine, une douzaine de séances d'activité physique adaptée. Alors, que vous soyez un peu anxieux à l'idée de reprendre votre activité physique, c'est tout à fait normal. Surtout après une rechute ou une période où vous avez été inactif, peut-être que il faut, enfin, c'est pas une prescription, mais continuer dans un premier temps l'activité que vous aviez en période, enfin, vous faites du yoga quand vous êtes en période d'activité de la maladie, c'est ça? Continuez pendant un temps, le temps que vous récupériez et vous introduisez un petit peu plus les exercices que ma collègue vous a montré, pour ensuite retourner vers l'activité physique qui était la vôtre avant votre rechute. Donc, c'est de faire de la transition entre ce que vous avez réussi à maintenir ou pas pendant que vous étiez en état d'hospitalisation ou de grande souffrance, et un retour progressif, gradué, vers ce qui était votre pratique sportive ou votre activité quand tout allait bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller. Si vous avez envie de reprendre, reprenez, mais reprenez en vous laissant du temps. C'est-à-dire, ne vous donnez pas d'échéance. L'objectif, c'est de faire et d'y arriver. On n'est pas sur un... comment dire, il ne faut pas que ça soit pour demain. Si ça vous prend 3 mois, c'est 3 mois. En général, quand on arrête le sport l'été et qu'on reprend la rentrée, pour tous ceux qui n'ont pas une maladie chronique, en général, on a mal pendant 1 mois et on a envie d'arrêter et il faut continuer. Et bien là, c'est encore plus vrai. L'objectif, c'est faire et se dire, il faut que je tienne sur la longueur. Donc, il ne faut pas que je me décourage, il ne faut pas que je m'écœure, il ne faut pas que voilà. Il faut que je fasse. Maintenant, comment j'adapte pour pouvoir continuer et continuer longtemps?
Je pense que c'est une question véritablement médicale, hein, sur des symptômes que vous pouvez avoir. Oui, La première des choses, c'est d'en parler à votre médecin qui vous suit pour adapter finalement votre activité physique, peut-être en faire plus dans la semaine, mais de moins grande intensité. Après, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que celui qui connaît le plus son cas, c'est le patient lui-même. Et ça, il faut être à l'écoute. Si vous faites de la pratique d'activité physique adaptée avec un kinésithérapeute ou avec un enseignant d'activité physique adaptée, il faut lui en parler. Il faut lui en parler de ce symptôme-là et puis voir ce qui peut être. Mais vous répondre comme ça avec une recette, il n'y aura pas de recette. Vous sentez votre propre corps. Par contre, vous pouvez prendre un petit carnet, expliquer à votre médecin qui vous suit ce qui vous arrive quand vous faites tant d'activités ou peut-être sur une période de fatigue, etc. Je pense que le dialogue avec votre médecin spécialiste sur ce genre de choses est très important, qui va pouvoir vous rassurer ou au contraire vous limiter un petit peu. Il connaît bien votre maladie, il va pouvoir vous dire non, c'est normal, pas de problème, ou au contraire mettre un petit mot de prudence. Donc je pense que le médecin spécialiste reste quand même un interlocuteur fiable sur ce genre de questions, clairement. Alors, certaines mutuelles prennent en charge les consultations psychologiques avec un certain nombre par an. Il y a maintenant aussi accès à un nombre de consultations minimales, je crois, liées au Covid. Il y a eu un déblocage de fonds pour les prises en charge psycho avec un certain nombre de séances. La difficulté, c'est que ce soit en libéral ou en public, les listes d'attente sont énormes. Donc, il y a une embolisation, malheureusement, parce que la détresse, elle est à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, malades chroniques, mais aussi les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, tout venant, etc. Et l'autre élément, c'est les prises en charge psychologiques sont gratuites dès lors qu'elles sont inscrites dans un parcours de soins médical. Donc, dès lors que vous consultez à l'hôpital en CMP, c'est gratuit parce que c'est une prise en charge fléchée. Juste une petite chose, voir dans l'accompagnement psychologique quelque chose d'important, je suis 100% d'accord. Mais il ne faut pas non plus méconnaître le fait que quand on a mal physiquement, on n'est pas toujours en état de penser et de se centrer sur ses émotions. Et donc, il y a des moments où ce n'est pas toujours peut-être le meilleur moment d'envisager un travail psy. Et quelquefois, quand on est trop sur son corps, trop sur sa douleur, trop sur sa fatigue, on n'est pas toujours en mesure de pouvoir se centrer sur l'ego, comme vous disiez, madame, ou se dire, il va falloir que je fasse avec. Merci beaucoup. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour vos deux interventions. Je pense qu'on peut les applaudir.